Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Étudier les philosophes d'avant-hier ne vous a jamais empêché d'observer le monde d'aujourd'hui et son évolution, en particulier pour les femmes. Le couple est au cœur de votre nouveau roman. Il n'évoque pas l'amour Kleenex, mais il risque néanmoins de faire couler quelques larmes. Bonjour, Eliette Abécassis. Bonjour, Jacques. Alors, je vous avais reçu il y a bien longtemps dans les clés d'une vie, Oui. au début. Oui. Là, on est quand même à la 1181e émission, donc ça commence à compter. Et j'ai profité de ce nouveau livre, Un couple chez Grasset, qu'on va évoquer, pour revenir sur votre parcours, parce que vous avez un parcours étonnant à travers des dates clés. Donc, on y va si vous voulez. Absolument. Première date, 11 juin 2007. Ce jour-là, dans ce journal télévisé, dont voici le générique. Le journal de France 2, et vous passez le bac pour la deuxième fois. Vous vous en souvenez de ce jour-là? Oui. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est le bac philo, et il y a 4 écrivains, dont vous, qui êtes convoqués pour passer l'épreuve. Absolument. On était tous les 4 et on passait l'épreuve, mais alors vraiment dans les conditions du bac, c'est-à-dire on nous a enfermés dans une salle et puis pendant 4 heures, on a écrit nos copies et ça m'a rappelé effectivement des souvenirs. Mais alors je vais vous dire là, je vais passer le bac philo dans d'autres conditions. Figurez-vous que j'ai été appelée à être jury parce que Raphaël Enthoven va passer le bac philo, donc le jour du bac, contre ChatGPT. On va donner le sujet à ChatGPT et à Raphaël Enthoven. Et je vais être amenée à départager les 2 candidats. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, hein. Oui, surtout que ce bac, ce jour-là, ça vous a rappelé un peu les angoisses du bac de l'époque, Eliette Abécassis. Oui, même si je savais que j'allais réussir, enfin j'espérais réussir mon bac, mais toujours quand on est dans ces conditions-là, effectivement, on a un peu le cœur qui bat, on a des sueurs, on est dans ces conditions comme ça un peu particulières, on ne peut s'empêcher d'être ému, mais de toute façon régulièrement, j'ai passé beaucoup d'épreuves après le bac. Beaucoup. Parce qu'il y a eu l'école normale supérieure, il y a eu l'agrégation, j'ai raté, j'ai repassé. Donc, je rêve périodiquement, encore jusqu'à aujourd'hui, que je repasse des épreuves. Et d'ailleurs, la nuit qui précédait ce bac, vous y avez songé? Absolument, j'ai mal dormi. C'est complètement fou. J'ai mal dormi. Le sujet, c'était la liberté, la conscience, c'est l'art, je crois. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Et il y a Jean d'Ormesson qui passait ce bac avec vous et qui, lui, a été totalement hors sujet. Oui, c'est ça. Lui, il s'est évadé. Du coup, il a eu une sale note. Moi, j'ai été plus scolaire. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait. Je me rappelle plus la note que j'ai eue d'ailleurs, mais Enfin, c'était une bonne note, je crois. Alors, ça, c'est effectivement à Paris. Mais au départ, tout a commencé à Strasbourg, où vous êtes né. Strasbourg, d'ailleurs, où on oublie toujours que c'est là qu'un certain Rouget de Lille a composé le chant pour l'armée du Rhin. Des soldats l'ont entendu, des soldats de Marseille en particulier, quand ils sont venus défendre le roi au Champ des Tuileries, ils ont chanté ce refrain qui est devenu la Marseillaise, parce que c'était des gens de Marseille. elle est née à Strasbourg, la Marseillaise. Et c'est vrai que Strasbourg, c'est votre ville natale, c'est là où vous avez passé toutes vos jeunes années. Oui, c'est là où je suis née, c'est là où j'étais élève. Où j'ai grandi en fait, parce que mes parents, qui eux sont nés au Maroc, sont venus à Strasbourg et c'est là qu'ils ont fait leur vie et leur carrière universitaire. Et moi aussi, j'ai eu d'excellents profs, notamment le professeur Norbert Angel, mon professeur de philo. En fait, il était mon professeur de français en première et de philo en terminale. Et cette rencontre, pour moi, était déterminante parce que c'est vraiment la rencontre avec ce professeur qui a complètement changé ma vie et m'a décidé à écrire, à devenir écrivain, parce que il m'a dit que j'avais un bonheur d'écriture et puis il a cru en moi et puis surtout c'est un pédagogue incroyable et il m'a vraiment ouvert à la philosophie, à l'amour de la littérature, à l'amour de la culture en général. Ça a changé ma vie. Oui, et puis la philosophie, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, parce que votre père, Armand Abécassis, c'est un grand philosophe. Oui.
absolument. Il a même fondé une école, l'école Aquiba, je crois, à Strasbourg. En fait, il ne l'a pas fondée, mais il y a été prof de philo. Et cette école Aquiba, dans laquelle moi j'ai été élève plus tard. Et effectivement, c'est là qu'il a donné ses cours en philosophie du judaïsme pendant très longtemps, avant d'être nommé à l'université de Bordeaux. Voilà. Il se trouve aussi que cette école, c'est une école juive qui a été fondée en 48 lors de la reconstruction du judaïsme français après la guerre. Oui, c'était un judaïsme, surtout à Strasbourg, complètement saccagé. La synagogue, d'ailleurs, avait été rasée et elle a été reconstruite, ainsi que cette école. Et c'est ainsi que la communauté a pu renaître vraiment de ses cendres. Alors, il se trouve aussi que Strasbourg a été surnommée à une époque la ville aux 1000 églises. Il n'y avait pas que des synagogues. C'est assez étonnant. Ouais, c'est vrai. Il y a plein d'églises et puis il y a cette ambiance assez particulière de l'Alsace avec le protestantisme et cette religion, enfin ces religions qui, après la guerre, ont vécu en bonne entente. Alors, votre père a eu beaucoup d'influence sur vous, par le judaïsme, bien sûr, Elisabeth Bécassis. Et un jour, à Venise, vous avez entendu sa voix dans des conditions très particulières. Absolument, j'étais à Venise et je suis allée à la synagogue. Et vous savez, à la synagogue, c'est une des plus belles synagogues du monde à Venise. Elle est très, très charmante, en fait, dans le ghetto. Et elle est un peu telle qu'elle a été construite, très patinée, avec des très belles lumières. Elle est Bordeaux, des tentures. Bref, et les femmes sont un peu à l'écart des hommes, donc je vais chez les femmes, enfin, comme d'habitude. Et puis tout d'un coup, j'entends la voix de mon père. Là, je me dis, mais c'est pas possible, là, je suis en train d'avoir une hallucination auditive. Et en fait, non, et c'était lui, mais je ne savais pas qu'il était à Venise. Vous savez, c'était encore du temps de ma jeunesse. Il n'y avait pas les portables où on se disait à chaque instant où es-tu. Et donc, il se trouvait qu'il était à Venise aussi ce Shabbat avec ma mère et on ne se l'était pas dit. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je l'ai retrouvé. C'était drôle. Alors, il y a aussi votre mère, Janine, qui, je crois, a été professeure de spécialiste de psychologie pour l'enfance, et avec qui vous avez même écrit un livre, Elisabeth Bécassis. Alors, ma mère, elle a enseigné la psychologie de l'enfant à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Besançon. Donc une chercheuse, psychanalyste, psychologue, spécialiste des bébés et du langage non verbal. Et donc elle a écrit aussi elle-même des livres. Elle a écrit La voix du père, qui est un très beau livre sur la voix, puisque c'est sur la voix qu'ont porté ses recherches. Et puis, j'ai écrit aussi, je parle beaucoup d'elle dans mon livre qui s'appelle La transmission, qui est sur mon père, mais aussi sur ma mère et la façon dont ils ont construit toute leur vie autour de la transmission, de la recherche du savoir et aussi de leur métier d'enseignant qui est plus qu'un métier pour eux, c'est vraiment une deuxième nature. C'est des enseignants, des professeurs dans l'âme. Cette si belle profession, la plus belle profession du monde, qui devrait être davantage valorisée dans nos sociétés. Surtout en ce moment, effectivement. Et vous avez écrit avec elle un livre sur Freud aussi. Alors, j'ai écrit un livre sur Freud et c'est vrai que ma mère a beaucoup contribué à ce livre. Ça s'appelle Un secret du docteur Freud et c'est elle qui nous a initiés tous à la psychanalyse, à Freud, à Lacan et c'est un livre qui, c'est vrai qu'on y a vraiment travaillé ensemble. Qui retrace en fait les derniers mois de la vie de Freud en 38 en fait, avant qu'il parte, qui s'échappe d'Autriche, et il a été secouru par Marie Bonaparte, qui était sa patiente et qui l'a fait s'échapper. C'est une histoire assez mystérieuse, assez folle et tout à fait passionnante,
que cette fuite du docteur Freud. Il se trouve que Freud a eu quelques soucis en 1933 parce qu'il a dédicacé une photo à Benito Mussolini qu'il considérait comme un héros de la culture. Alors en fait, c'était une patiente qui connaissait Mussolini qui lui avait demandé, Oui. et il parlait uniquement de fouilles archéologiques menées à Rome par le régime de Duce et pas du tout de politique. Oui. Mais ça lui a causé quelques soucis. Oui. Alors il se trouve aussi que vous avez décidé un jour de quitter Strasbourg et de venir à Paris parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, Eliette Abécassis. En tout cas, après le bac, j'ai été prise au lycée Henri IV, donc j'étais très contente en Hippocagne. Et c'est là que j'ai fait ces deux années de classe prépa d'Hippocagne et de Cagne, où j'ai beaucoup travaillé. Où j'étais seule, parce que mes parents étaient encore à Strasbourg à l'époque, et où je me suis efforcée, j'ai tout donné pour préparer ce fameux concours de l'école normale supérieure que je voulais absolument avoir. Et que vous avez eu, et vous êtes devenue enseignante parce qu'il fallait bien au départ vivre. Oui, c'est ça, et par vocation aussi, parce que, comme je le disais, c'est le plus beau métier du monde. Je crois qu'on a la transmission dans le sang, dans la famille. Et j'ai enseigné pendant 3 ans à l'université de Caen, après avoir passé l'agrégation de philosophie. Et j'ai beaucoup aimé ces années d'enseignement parce que c'est extrêmement épanouissant de faire des cours à des élèves, surtout en philosophie. La philosophie... mon fils me disait parce que là il faut faire ses choix sur Parcoursup et puis il faut choisir ses options, alors donc c'est maths, économie ou philosophie, et je lui disais mais fais de la philosophie, c'est tellement merveilleux, et il me disait mais la philosophie ça ne sert à rien. Ouais. Et je lui ai dit tu as oublié quelque chose, la philosophie ça ne sert à rien d'inessentiel. Ouais, exactement, belle formule. Autre date importante dans votre vie, le 13 mai 1999. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Eliette Abécassis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Eliette Abécassis. Nous parlerons tout à l'heure de Un couple, ce nouveau roman chez Grasset. On a parlé de vos débuts, de vos études de philosophie, et puis finalement, l'écriture a pris le pas sur l'enseignement. Et il y a une date importante, c'est le 13 mai 1999. Écoutez ceci. Le film Kadosh, bande originale, et film dont vous avez coécrit le scénario, qui est présenté à Cannes dans la sélection officielle, alors que c'est votre premier scénario. Absolument. C'est une histoire incroyable, ça. Incroyable. C'est vrai. On a monté les marches avec toute l'équipe du film. C'était aussi la première fois pour Amos Gitaï qui a réalisé le film. Et c'est vrai que c'était une très très belle et étonnante aventure que de voir ce film sélectionné à Cannes. Oui, qui a ensuite été récompensé, notamment en Israël, par une nomination à l'Ophir du meilleur scénario. Oui. Et ce film, comment il est né? Parce que finalement, vous étiez romancière. Un film, c'est pas évident, c'est pas la même chose, Eliette Abécassis. Eh bien, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est même un travail complètement opposé peut-être à l'écriture romanesque, parce que l'écriture romanesque, on va vraiment travailler sur l'intériorité, sur les ambiances, les pensées, les flux de conscience. Et en fait, le scénario, il faut que tout passe par le dialogue, et aussi il faut penser par image et pas par concept comme je le faisais avec mes études de philosophe ou alors en romancière. Mais vraiment par image. Donc c'est vrai que c'est pas la même écriture, mais c'est aussi une écriture très intéressante. Je pense que c'est un outil, le scénario, c'est pas une fin en soi. Donc ça peut aussi être un travail collectif, et c'est ça qui est agréable dans les films, c'est que tout le monde s'associe et associe ses talents pour faire une œuvre. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est un grand art, parce que c'est une somme de tous les arts, en fait. Et comment vous êtes arrivé dans cette aventure, Eliette Abécassis? C'est Amos Gitaï qui est venu me chercher après avoir lu, c'était Qumran, mon premier roman, et qui a eu l'idée de me donner à écrire ce script. Et c'était vraiment une histoire de famille, puisque le rôle principal, c'était Yael Abécassis, qui est votre cousine, je crois. Oui, complètement par hasard. Il a pris Yael Abécassis, l'actrice,
la merveilleuse actrice qui se trouve être effectivement ma cousine. Nos pères sont cousins. Et c'était assez merveilleux de se retrouver ensemble sur ce film. C'est une très belle personne que j'apprécie beaucoup. On a gardé des liens depuis, parce évidemment, on se connaissait pas en fait. C'est drôle ça. Ouais. Et il y a un film pour moi qui a marqué beaucoup de gens qui s'appelle Va vite et deviens de Radu Milani, où elle fait justement la mère. Elle fait la mère, et c'est un film qui raconte un noir qui est ni juif ni orphelin, mais seulement noir, et qui va vers un voyage initiatique. C'est un film qui a beaucoup marqué les esprits. En fait, oui, ça parle de la mission qui a consisté à faire revenir les Juifs d'Éthiopie sur la terre d'Israël, qui s'appelle l'opération Moïse, et c'est un jeune, un petit garçon en fait qui va arriver sur cette terre et qui va rentrer dans une famille et qui va essayer de s'intégrer dans la société israélienne. Voilà. Et ce film, effectivement, a eu beaucoup de succès. J'en reviens à Kadosh parce que finalement, ça a été un film qui a été vu à Cannes, mais qui a déclenché des polémiques parce que le sujet n'était pas évident à l'époque. À l'époque, c'était pas évident, et je vais vous dire, c'est un sujet qui est toujours extrêmement d'actualité. La condition féminine. Oui, de la condition féminine dans le milieu religieux. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le monde entier, oui. D'ailleurs, surtout en Iran. Et à l'époque, effectivement, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'était un peu un film pionnier sur ce thème-là. Et vous aviez eu envie d'en parler parce que c'était pas évident non plus de prendre le risque d'en parler, Eliette Bekassis. Oui, j'avais envie d'en parler. Je trouvais que c'était un sujet vraiment important, essentiel. Et c'était essentiel de lever le voile sur ce sujet. Et aujourd'hui, ça l'est encore. Et vous savez, c'est encore tabou, en fait. Je me rends compte, les femmes iraniennes, au départ, tout le monde parlait de cette révolution. Puis maintenant, plus personne n'en parle. On dirait que... En fait, je ne sais pas si ça passe complètement à côté des préoccupations des gens ou quoi. Pourtant, ce qui se passe est gigantesque et mérite le soutien, parce que c'est une révolution qui vient par les femmes et pour toute la société, en fait. Et d'habitude, en général, c'est un roman qui devient un scénario. Là, ça a été l'inverse, puisque c'est devenu un roman, La Répudiée. Oui, c'était d'abord un scénario et c'est devenu un roman, La Répudiée. Qui vous a valu le prix des écrivains croyants. Oui, absolument. Et un autre prix qui vous a touché, enfin, vous avez été nommé parmi les 12 finalistes du Goncourt. Oui. Et ça a été aussi un moment important de votre carrière. Oui, c'est vrai, c'est un moment important. C'est vrai que j'étais sur la liste du Goncourt, d'ailleurs, plusieurs années de suite. Et c'est sympathique parce que quand on est sur la liste du Goncourt, on fait la tournée de France des lycées et on présente nos livres aux lycéens. Et donc, j'ai retrouvé un petit peu ma mission d'enseignante. J'aimais beaucoup faire ça. Il y a aussi le militantisme, effectivement. Vous êtes une pionnière pour la défense de la condition féminine, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais quand vous avez commencé à en parler, Eliette Bekassis, c'était pas encore d'actualité. Non, c'était pas d'actualité. C'était... je pense que, en tout cas, ça m'intéresse d'explorer effectivement les tabous, ce dont on parle pas, de lever le voile, comme la maternité. Quand j'ai écrit Un heureux événement, on n'en parlait pas aussi beaucoup, et qui a aussi été adapté, qui a donné un film de Rémi Besançon, un très joli film. Et c'est vrai que c'est important. Parce que la condition féminine, vous voyez, malheureusement, c'est toujours un sujet d'actualité. Quel que soit le thème que l'on aborde, on a abordé celui de la femme et de la religion, mais je me suis aussi impliquée dans la défense du corps de la femme et contre la location des utérus à travers ce qu'on appelle la GPA. Dans un livre qui s'appelait Bébé à vendre, je crois. Bébé à vendre, oui, c'est ça, contre la vente des enfants et la vente des corps des femmes. Et voilà, il y a tous ces thèmes concernent le féminisme, et on dirait que chaque époque invente une nouvelle façon
d'asservir les femmes. Mais là encore, vous avez été une pionnière puisque vous avez osé ce que personne n'osait faire. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était à l'époque aussi un grand tabou. Et ça l'est toujours d'ailleurs, ça l'est toujours. Donc, il y a quand même eu des progrès aujourd'hui, non? Un petit peu plus, ouais, heureusement. Il y a une évolution. Il y a eu aussi un livre avec Caroline Mongrand, Le corset invisible. Oui. Là aussi, c'est une autre façon de défendre les femmes, Eliette Abécassis. Oui. Ça, c'était un livre plus journalistique qu'on a écrit ensemble et qui était une sorte de vision un petit peu à l'instant T de la situation et de la condition féminine dans la société française. Et quand on le relit, bon, je pense que on a écrit ce livre il y a plus de 15 ans. Beaucoup de thèmes sont toujours d'actualité et notamment l'instrumentalisation du corps des femmes à des fins de promotion et que l'on voit aujourd'hui sur Instagram à travers les influenceuses où les femmes sont mises en scène pour vendre sans cesse des choses, des objets, des vêtements, n'importe, d'ailleurs on sait même plus quoi, mais enfin il y a tout un système qui fait que c'est la femme qui est utilisée pour faire vendre des choses aux femmes. Ouais. Mais alors, votre militantisme est quand même modéré, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans l'exagération à l'inverse de beaucoup d'autres. Oui, je pense, j'aime aller sur les vrais thèmes du féminisme, en fait. Enfin, en parler de façon vraiment adéquate, quoi. Et c'est ça qui me semble intéressant et important, en fait. Et pas de façon décalée ou alors... Pour faire le buzz. Pour faire le buzz, voilà. C'est féminisme washing. Ça, non, ça m'intéresse pas trop. Mais en même temps, il est très à la mode aujourd'hui parce que ça fait le buzz et ça vous inquiète pas? Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup, tous ces buzz qui sont du bruit, du bruitage. Et c'est ce que je disais avec la philosophie. La philosophie ne sert à rien d'inessentiel. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et voilà. Et l'essentiel, c'est de continuer à parler ensemble dans quelques instants avec une autre date, le 2 septembre 1999. A tout de suite sur Sud Radio avec Eliette Abécassis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Eliette Abécassis. Ce nouveau roman, Un couple chez Grasset, on en parle dans quelques instants. On a évoqué vos débuts, vos études, les films que vous avez écrits, votre militantisme modéré. Et il y a une date importante aussi dans votre vie, le 2 septembre 1999. Alors ce jour-là, il y a un festival en Corse qui s'appelle Sittenbrino in Tavagna, un festival de musique rock, funk, irlandaise et tzigane. Et il y a une chanson qui est créée devant le public. En attendant le pire, je lève mon verre à toi, je m'accroche à ton sourire, je me jette dans tes bras. Le groupe Debout sur le Zinc, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Et ça a été créé dans ce festival. Oui, c'est vrai. Le groupe Debout sur le Zinc est un groupe de rock français que j'adore et que je suis depuis toujours, enfin depuis 99. Et en fait, j'ai écrit plusieurs chansons avec eux. Et je suis très heureuse de contribuer à écrire des chansons. Et c'est un groupe absolument merveilleux. Et c'est un groupe de scène. Et c'est un groupe qu'il faut voir sur scène. Alors, comment est né justement le fait que vous deveniez parolière alors que vous êtes romancière? Alors, c'est né un peu par hasard parce que Simon Mimoun, le chanteur, auteur, compositeur du groupe, se trouve être le frère de mon beau-frère et on s'est rencontrés au mariage de ma sœur, avec son frère donc, et on s'est dit on va leur faire une chanson. Et cette chanson, eh bien, elle s'appelle 2 fois oui. Et c'est une chanson qui est beaucoup reprise dans les mariages depuis, parce que c'est une chanson sur leur mariage, mais aussi sur tous les mariages. Et donc, vous avez découvert que vous saviez écrire des chansons, Eliette Abécassis. Et j'aime beaucoup ça. Et j'ai écrit une chanson pour Enrico Macias aussi, qui s'appelle Les Séfarades. Oui. Et j'adore la musique. J'aurais adoré savoir faire de la musique, mais hélas, je ne peux pas. Mais en tout cas, j'essaye d'en faire avec les mots. Exactement. Ça demande une écriture concise, très différente du roman, encore une fois. Oui, et poétique.
Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est les poèmes et les poètes dans la vie. C'est ce que je préfère, lire la poésie. Et voilà. Et donc, en fait, les chansons, c'est une façon de faire de la poésie. Et Debout sur le zinc, c'est un groupe qui fleurit sur les scènes. Vous savez, le mot zinc, enfin, tout le monde le connaît dans les bars, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Michel Audiard envoyait des femmes et des hommes boire des coups autour du zinc, et comme ça, on lui ramenait des phrases qui faisaient la base de ses dialogues de films. C'est vrai. Oui. Ah, je savais pas du tout. C'est né dans les bars, voilà. Sans blague. Le langage d'Audiard, oui, et France Roche, notamment journaliste, allait régulièrement faire des piges pour lui dans les bars en disant, voilà, j'ai entendu telle phrase, et on les retrouvait dans les films d'Audiard. Génial. Alors là, c'est génial, parce que je me suis toujours demandé comment il faisait pour avoir un langage aussi truculent. Bah, c'est le langage des bistrots, c'est la base de tout. Super. Alors, là, les romans, j'y reviens. Tout a commencé avec Qumran, qui est une aventure incroyable, parce qu'au départ, ça vous a demandé 3 ans de travail, alors que vous étiez encore étudiante et enseignante. Oui, c'est ça. J'enseignais, et puis j'ai fait beaucoup de recherches avant d'écrire, en écrivant ce roman, Qumran. Vous aviez envie d'écrire un roman? J'avais envie d'écrire, ouais. Je voulais enseigner, je voulais faire de la philo, mais j'avais envie d'écrire depuis toujours. Et puis là, j'ai rencontré un sujet qui sont les manuscrits de la Mer Morte et la façon dont ces manuscrits ont été découverts dans des grottes en 48 près de Jérusalem, dans le désert de Judée. Et c'est dans des jarres. Et ces jarres, en fait, contenaient des manuscrits qui dataient de l'époque du Christ et qui avaient été écrits probablement par cette secte qu'on appelle les Esséniens. Et là, j'étais aussi très influencée par mon maître Umberto Eco, Le Nom de la Rose. J'ai tellement aimé ce roman, parce que dans ce roman, il y a ce que Umberto Eco appelle la narrativité de la connaissance. Et cette façon de hausser le roman policier au niveau d'un genre littéraire et de lui donner ses lettres de noblesse, avec cette mécanique narrative tellement puissante qui est celle du thriller, en fait, ou du polar, où il y a un mystère, il y a un secret à découvrir. Et avec ce secret, on peut prendre le lecteur par la main et puis l'amener dans un monde. Donc, c'est ça, la révélation que j'ai eue en lisant Le Nom de la Rose. Et j'ai construit mon polar ésotérique à partir des manuscrits de la Mer Morte. Et voilà. Et là, vous avez été une pionnière encore, puisqu'aujourd'hui encore, on fouille ces sites archéologiques avec l'espoir de trouver des traces du Nouveau Testament. Oui, c'est ça. Ça continue. Ça continue, toujours. Et puis, ces découvertes archéologiques qui nous permettent de revoir le passé sous une forme différente. Comme l'a fait aussi le roman qui s'appelle Le Da Vinci Code, mais ça c'était 10 ans après, et je trouve que c'est assez passionnant de faire à la fois de passionner le lecteur, de le distraire, et tout en le distrayant, l'instruire. Mon côté prof. Voilà, mais exactement. Et Dan Brown, avec son roman, Da Vinci Code a fait un tabac mondial, effectivement. Ouais. Alors, il se trouve aussi que vous écriviez ce roman, peut-être sans imaginer qu'il serait publié. D'ailleurs, vous êtes heurté à tous les éditeurs de Paris qui n'en ont pas voulu au départ. Oui, il a été refusé par tous les éditeurs. Mais alors, vraiment tous. Oui. Et vous étiez découragé? Oui, un peu. Et j'ai mis 1 an à le publier, et en même temps j'avais des amis qui le lisaient et qui me disaient mais c'est vraiment bien. Ça se faisait pas trop à l'époque, hein. C'était plutôt l'époque de l'autofiction. C'était 10 ans avant le Da Vinci Code, et puis surtout je l'ai fait lire à l'aveugle, à quelqu'un que je connaissais pas, en fait, qui me connaissait pas, et qui m'a dit oui, c'est super. Donc des lecteurs, en fait, tout simplement. Pas des maisons d'édition, mais des lecteurs. Et c'est des lecteurs que vient la vérité. Et à l'époque, on ne pouvait pas mettre les livres sur Amazon, sinon vous l'auriez auto-édité sur Amazon sans problème. Et finalement, Ramsay vous l'a pris, c'est un miracle. Ramsay l'a pris, c'est un miracle, et aussi une rencontre, comme souvent les miracles. C'est la rencontre avec Daniel Radford, qui était directeur de Ramsay, écrivain aussi et éditeur, et Valérie Zenati, qui est
écrivains aussi. Voilà, c'est des écrivains qui m'ont sauvée des éditeurs de l'époque et qui m'ont permis de publier mon roman. Et ça a été un best-seller mondial. 18 traductions, je crois. Ouais. Et voilà, une histoire incroyable. Alors après, Ramsay a fait faillite. Donc, c'est... Pas à cause de vous. Hein. Non, pas à cause de moi. Mais finalement, ça vous a changé la vie, ce succès. Oui, ça m'a changé la vie. Parce que depuis, vous écrivez pratiquement un livre par an. Oui, c'est ça. Je suis devenue écrivain. Même si on l'est jamais, parce qu'à chaque roman, on doute. Et à chaque roman, on se dit, mais est-ce que je suis écrivain, en fait, et plus j'écris, et moins j'ai l'impression de l'être. Ah bon, pourquoi ? Parce que, je sais pas, peut-être au début, on se pose moins de questions, on a plus confiance, on est plus fou, et puis après, on a plus de regard critique sur ce qu'on fait. Oui, en même temps, vous avez un lectorat et des sujets très différents parce qu'il y a les sujets d'hier comme Qumran et des sujets d'aujourd'hui. Par exemple, un livre qui s'appelle M'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi, c'est un livre d'aujourd'hui. C'est un livre d'aujourd'hui, c'est un essai qui parle effectivement de notre monde et puis de notre monde numérique, technologique et comment finalement garder son humanité, retrouver son temps, parce que bizarrement, le monde numérique nous a fait complètement perdre le temps. On n'a plus le temps de rien, alors que c'est censé nous en faire gagner, mais ça nous occupe tellement l'esprit. Et puis on fait plein de tâches qu'on faisait pas avant. D'abord, on écrit 10 000 mails. Avant, pour écrire à quelqu'un, il fallait quand même sortir une lettre, écrire, tac, la timbrer, la porter à la poste, ou alors, voilà, bref, sortir. Et on réfléchissait à 2 fois avant d'écrire. Ouais. Et il y a eu aussi Instagrammable, où vous avez dénoncé les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui et en fait qui est un petit peu l'adaptation des liaisons dangereuses, mais aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, dans un milieu d'adolescents et qui montre effectivement l'importance des réseaux sociaux dans leur vie et leur façon d'interagir, même de s'aimer. Tout a changé. Moi, je me souviens d'une scène au Journal du Luxembourg où j'ai vu deux ados qui avaient des rollers, ils se tenaient par la main et chacun téléphonait de son côté avec le portable. Alors, moi, je vois des scènes pires que ça. C'est, vous savez, dans les restaurants où les couples sont face à face et chacun a son portable et ils mangent face à son portable. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. C'est terrible. Alors, les ados, justement, et les enfants, vous avez écrit pour eux des livres dont Astalik est l'héroïne. Ça, c'est encore une autre facette de votre talent. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour les petits-enfants. 3-5 ans, c'est une série sur cette petite fille qui s'appelle Astalik et qui est directement inspirée de ma fille qui s'appelle pas Astalik, mais Capucine, mais qui est pour qui j'ai écrit cette petite série de romans, pas de romans d'ailleurs, de BD pour enfants illustrés, quoi, de livres pour enfants, et en étant fascinée par ce monde de l'enfance, et puis ces enfants tyrans qui prennent complètement le contrôle de nos vies et qu'on aime. Et voilà, et vous les aimez tellement qu'il y a même eu un livre numérique avec une chanson. Je suis une petite fille, juste une toute petite fille qui voudrait bien chanter. Car vous avez aussi créé un livre numérique qui s'appelle Lulu veut devenir chanteuse. C'est ma fille qui chante là. C'est Capucine, oui, la chanson de Lulu. Oui. Et vous êtes la conteuse de ce récit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? C'est un récit écrit par Charles Roy et que j'ai raconté dans ce livre numérique. Lulu veut devenir chanteuse, qui est un très très joli livre, que les enfants adorent et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui veut devenir chanteuse. Et pourquoi justement cette idée? Parce que vous auriez aimé être chanteuse vous-même? Non, mais parce que tous les enfants veulent être chanteurs. D'abord, tous les enfants sont des artistes. Tous les enfants aiment chanter, ils aiment dessiner. Et après, on le perd. Vous savez, quand on devient sérieux, comme dit Saint-Exupéry, il ne faut pas devenir adulte. Vous avez bien raison de rester enfant, mais en même temps, vous parlez des adultes et on va l'évoquer dans une autre date, le 29 mars 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Eliette Abécassis.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Eliette Abécassis. On a donc parlé beaucoup de votre passé, de vos romans, de cinéma. Et puis, 29 mars 2023, est sorti chez Grasset votre nouveau roman, votre roman annuel, Un couple. Et c'est assez étonnant parce que c'est un couple dont l'histoire s'étend sur 60 ans, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, Eliette Abécassis. C'est rare. Vous savez, c'est une espèce en voie de disparition et c'est une espèce en voie d'apparition aussi. Pourquoi ? Parce que jamais l'humanité, dans l'humanité, jamais les gens n'ont vécu aussi longtemps. Autrement dit, il n'y a jamais eu des couples qui ont duré 60 ans, ou alors vraiment exceptionnellement. Mais avec l'allongement de la vie, on voit ces couples se tenir par la main. Et voilà, ils se sont rencontrés dans les années 50 et en fait, on se demande, mais comment ils ont fait pour rester ensemble à l'heure des divorces, à l'heure de cet individualisme, de ces changements complets, ce changement complet de mœurs et de conception de l'amour. Je ne pense pas que l'amour soit mort, comme le disent les sociologues ou comme le pense Eva Illouz dans son livre La fin de l'amour. Pas du tout. Je pense que l'amour fait toujours rêver en particulier les jeunes, parce que ce sont des jeunes souvent issus de gens divorcés, qui veulent un amour durable, qui veulent une longévité et qui sont peut-être contre l'amour passion, mais qui sont pas du tout pas amoureux. Tout le monde est amoureux. Et cet amour qui dure, j'ai voulu l'explorer de façon complètement romanesque, en prenant ce couple qui se retrouve au jardin du Luxembourg. Ils ont 90 ans, ils ne se reconnaissent pas. Et pourtant, ils ont vécu toute une vie ensemble. Et puis là, on part dans leur histoire, mais à rebours, en flashback. Et chaque scène en fait, vient répondre à plein de questions soulevées dans la scène précédente, avec, j'espère, une tension narrative et un suspense jusqu'au bout. Et finalement, la fin du livre, c'est la première rencontre. Donc, on part de la fin et on arrive au tout début. Alors, effectivement, vous évoquez en même temps l'histoire entre 55 et 2022 avec ce couple qui finalement s'est rencontré sur un coup de foudre. Oui, c'est ça, c'est un coup de foudre et c'est un couple qui tout de suite s'est aimé. Alors, dans les années 50, ils se sont épousés et puis ils ont traversé toutes les époques et vous savez, chaque époque a sa conception de l'amour. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 60 ans sur la conception de l'amour, parce que entre les années 50 où on était encore pour un couple assez conventionnel, le mariage, les conventions, et puis les années 60, mai 68 où tout a volé en éclats et c'était la liberté. Et donc, ils traversent toutes ces époques et à chaque fois, ils sont influencés par les mœurs de la société. Et au moment où, dans les années 80, tout le monde divorce, eh bien, ils veulent aussi rompre et divorcer. Et finalement, ils vont surmonter ces épreuves et on va vivre avec intensité tous les moments de la vie de ce couple et tout ce qu'un couple peut traverser. C'est drôle parce que je me suis dit que finalement, je ne connais pas de roman sur le couple dans la durée. Oui. Et pourtant, le couple dans la durée, c'est extrêmement romanesque parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de rebondissements dans la vie d'un couple. Ça m'a paru être un sujet de roman incroyable. Oui, qui curieusement n'a jamais été traité. Oui. Et vous évoquez ces personnages en leur donnant une vie. Par exemple, Alice a commencé comme journaliste à Libération et vous évoquez la loi qui légalise l'avortement par Simone Veil en 93 et elle assure le reportage. Voilà, c'est ça. Je les ai inscrits dans la vie du pays. On traverse pas mal d'événements de la vie politique et des répercussions que la vie de leur pays a sur eux. Voilà, parce qu'en fait, elle travaille pour Libération. À l'époque, si mes souvenirs sont exacts, nommer Simone Veil et François Giroud au gouvernement, tout le monde n'était pas d'accord. Ah bah oui. C'était même la pagaille. Et oui, ils sont rentrés dans l'histoire. Oui, absolument. Ça veut dire aussi que vous avez fouillé l'histoire avant d'écrire votre roman ? Oui, je me suis posé la question de de quoi j'allais parler, parce que en traversant 60 ans de la vie d'un couple, je traverse 60 ans de la vie d'un pays. Donc, il fallait faire certains choix et voir quels étaient les événements vraiment marquants, mais aussi marquants dans leur vie à eux. Parce que je traite le couple
comme un personnage. Pas deux personnages, mais un. C'est-à-dire, en fait, dans tout le roman, on ne les voit jamais l'un sans l'autre. Même les moments où ils se disputent, où ils veulent se séparer, ils sont en interaction l'un avec l'autre. Et donc, en fait, ce personnage qui a sa personnalité propre, sa personnalité de couple, qui évolue énormément, qui a un arc narratif très grand, impressionnant, eh bien, je voulais qu'il soit, bien sûr, inscrit dans la vie politique du pays. Et le pays est un personnage, et puis Paris est un personnage, parce que j'adore décrire Paris, j'adore cette ville, je trouve que c'est une ville tellement romanesque, il y a tellement d'endroits, vous savez, le livre commence au Jardin du Luxembourg, et il se finit au Jardin du Luxembourg, et pour moi, ce jardin, c'est le jardin de mon époque, quand j'étais étudiante, où j'allais tous les jours manger mon sandwich à midi, parce que j'étais à la Sorbonne, ou alors à Henri IV, ou à Normal Sup, j'étais tout le temps dans ce quartier latin que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup décrire. Et vous évoquez aussi justement autour du quartier latin, mai 68, et vous racontez les barricades alors que vous n'avez pas vécu. Et ça aussi, ça a été un tournant de notre société. C'était un vrai tournant. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les mœurs et la conception de la vie a changé. Il y a eu cet énorme tournant de mai 68 où cette volonté de se libérer de tout. Et puis après, il y a eu l'époque SIDA qui a été aussi un tournant finalement et qui a changé à nouveau les mœurs. Et donc voilà, et puis il y a eu le tournant du numérique, et puis il y a eu le tournant de 2001. En 60 ans, il y a eu énormément de bouleversements. Et mai 68 a été effectivement l'un des premiers. On se souvient des slogans qui sont entrés dans l'histoire. Et il y en a un qui est « Il est interdit d'interdire » qu'on voyait sur les murs. Et on a oublié que ce slogan, en fait, il a été créé 2 ans plus tôt dans une émission de radio par Jean-Yann. Ah oui, c'est vrai. C'est assez étonnant. Ah oui. Et ça, on l'oublie un petit peu. Et vous évoquez justement aussi la fête parisienne dans ce quartier, et notamment les soirées chez Castel. Oui, vous c'est ça. Vous les avez vécues ? Non, certaines, oui. J'ai été chez Castel, mais pas au moment, à toutes les époques que j'évoque, parce que Castel, c'est un lieu complètement mythique de la vie parisienne qui a aussi pas mal évolué. Mais effectivement, mes personnages ont connu la grande époque. Ils croisent Jean-Pierre Cassel, Brigitte Bardot, François Sagan et Régine. Voilà, quand ils sont très jeunes. Voilà, et le twist est également présent. Absolument. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a une bande-son aussi du livre. Et le twist est arrivé en France parce qu'il y avait une répétition de West Side Story à l'ABC, un théâtre. Régine y va et dans les coulisses, elle voit les comédiens se déhancher pour s'échauffer. Et sur une musique, et c'est la musique de Chubby Checker, le twist. Et c'est comme ça qu'elle l'a fait venir en France et qu'elle l'a passé dans ses discothèques. Incroyable. C'est fou, hein. Ouais. Il y a d'ailleurs une bande-son aussi avec une autre chanson qui a marqué les époques. On ira où tu voudras, quand tu voudras. L'été indien, c'est une chanson que vous affectionnez ? J'affectionne cette chanson. Cette chanson me rappelle mon enfance. C'est la chanson de mon enfance. Ah bon ? C'est la chanson du couple aussi. J'aime. Voilà, c'est un certain romantisme un peu guimauve, mais qui fait du bien parfois, non ? Ce guimauve, n'exagérons rien. D'abord, Dassin ne voulait pas chanter cette chanson parce qu'il disait Marie Laurencin, ça ne dira rien à personne. Il a finalement craqué et on sait le succès. Et c'est devenu un classique parce que finalement, ça correspond à un art de bien vivre qui correspond aussi à votre couple qui traverse ces épreuves et ces époques. C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et c'est construire sa vie autour d'une famille, c'est quelque chose que vous racontez et vous dites que ce n'est pas si fréquent parce que l'époque est devenue cynique. Je ne sais pas si c'est devenu cynique. Il y a des époques qui sont cyniques, effectivement. La nôtre, à travers la jeunesse... qui, oh là là, les pauvres, on leur répète toute la journée que c'est la crise économique, la crise écologique, probablement la fin du monde, le cataclysme. Et pourtant, on leur dit, allez, il faut travailler, alors qu'on leur dit, il n'y a pas d'avenir. C'est très paradoxal. Et finalement, je trouve qu'ils s'en tirent pas si mal, en fait.
Et il s'en tire bien. Et l'exemple à suivre, c'est celui de ces aînés que vous évoquez dans ce livre, Elisabeth Il y Cassis. a une bonne relation, je trouve, entre les deux générations. La génération des aînés, celle de nos parents, et puis celle de nos enfants, en fait. Je trouve que là, il y a souvent des belles relations qui se tissent, mieux qu'avec la génération intermédiaire. Et donc, il y a peut-être une transmission qui se fait et qui est belle. Et comment ça se fait? Parce que justement, il y a une crainte d'aujourd'hui ou de l'avenir? Eh bien, oui, je pense que nos enfants admirent justement nos parents qui sont restés ensemble si longtemps. Peut-être qu'ils leur en veulent moins qu'aux boomers ou à leurs parents qui leur ont largué un monde un peu dévasté, et puis qui ont divorcé, qui ont finalement été très individualistes. Donc, ils en veulent moins à leurs grands-parents et ils les admirent. C'est peut-être pour ça qu'il y a un lien possible. Et puis, il y a quand même un danger, c'est le côté virtuel avec Internet et les rencontres que vous évoquez aussi dans ce livre. Oui, parce que à la fin, dans l'époque numéro 2, puisque tout le livre, en fait, c'est donc une succession de flashbacks. Jusqu'en 55. Voilà. Et quand ils ont 80 ans, donc, ils reçoivent leur petite fille. Et leurs petites filles, effectivement, sont sur les réseaux. Et puis, il y a ce contraste et puis ce lien que j'évoquais entre ces deux générations. Et les petites filles leur disent « Mais comment vous avez fait pour rester si longtemps ensemble ?» Et il y a un danger aussi, c'est la routine du couple. Il y a tous les dangers, en fait, dans le couple. Et effectivement, chaque époque est une nouvelle épreuve. Et il y a effectivement cette routine qui s'installe, des habitudes de chacun et qui est aussi une épreuve, en fait. Et des couples autour de vous, vos amis, votre famille se sont retrouvés dans ce livre, Elisabeth Cassis? Alors, pas tellement, parce que pour le coup, c'est pas le couple de mes parents, puisque mes parents, ils ont vécu l'exil. Mes parents, ils ont un vrai projet intellectuel ensemble, où c'est deux universitaires qui ont travaillé ensemble toute leur vie jusqu'à présent. Ils ont un projet aussi spirituel et juif. Donc, c'est pas eux, Jules et Alice, le couple de mon roman. Mais je l'ai écrit en juxtaposant finalement, en assemblant plein de couples, puisque là j'ai un couple à tous les âges de la vie. Je veux dire, je les prends entre 20, naissance du couple, à 90. Donc j'ai en quelque sorte, je me suis nourrie d'expériences de plusieurs couples à plein d'âges de la vie pour assembler et puis pour créer ce couple singulier. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est à la fois très singulier parce que c'est vraiment Jules et Alice et c'est ces deux-là, et en même temps, j'espère qu'il est très universel. Et ce couple, vous le dites à la fin du livre, pense que la vie est passée trop vite. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on se dit à un moment donné, on dit les années comptent double. Exactement. En tout cas, ce moment qu'on a passé ensemble est passé trop vite, Elisabeth Cassis. C'est vrai. Pour le retrouver, il faut lire Un couple chez Grasset, votre nouveau roman, en allant le suivant. Et c'est vrai que continuer à raconter des choses de ce genre, continuer à faire rêver les familles, à défendre l'amour de la vie, l'amour de l'écriture, l'amour tout court. Merci. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.